aujourd'hui, je suis comme tout le monde, j'ai un corps et j'ai un corps qui peut être sale. On va donc parler tâches domestiques avec Titu Lecoq libéré. Alors, j'ai attendu d'avoir la version poche en Titu Lecoq. Elle est journaliste. C'est une des journalistes les plus intéressantes de Slate. C'est une des raisons, elle et Daphné Leportois, qui me fait toujours lire Slate malgré Ligue du LOL, machin, etc. quoi. Et plein de choses qui me plaisent pas chez Slate, genre les articles Télos. En tout cas, il est enfin sorti en poche, donc on est au livre de poche, je sais plus où c'était d'abord, mais 7,40, c'est le grand format, je le trouvais trop cher, je le trouvais trop encombrant. J'avais pas tort parce que j'ai lu très vite. Donc Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Le bouquin... Oh bah il est en 80... Ah bah c'était chez Fayard, voilà. 2017, voilà ce que je cherchais. Titu Lecoq a été shitstormée de ouf parce que elle raconte une des anecdotes qui se trouve dans ce bouquin, qui est qu'elle a attendu, enfin que son compagnon, que c'était le tour de son compagnon d'amener le môme, leur enfant chez le pédiatre, que cet homme n'a pas cru à l'otite de son fils, qu'elle n'a pas elle-même amené le gamin chez le pédiatre, et puis que le gamin finit le tympan percé. Et elle s'est pris un énorme shitstorm, c'était une vidéo du Nouvel Obs, parce que c'était évidemment une mauvaise mère, parce qu'il n'y a pas de père dans cette histoire. Bref, c'est un livre sur la répartition des tâches domestiques, et enfin plutôt la non-répartition, la mauvaise répartition, l'inégale répartition des tâches domestiques, dans le cadre du couple hétérosexuel, et en particulier dans le cadre de la famille, du point de vue de la mère. Plutôt pop rock, elle est aussi romancière, Titu Lecoq. Bon, plume, alors vraiment c'est marqué pop et incisif. C'est du féminisme pop. Alors ça, c'est exactement ce qui fait que je trouve le livre cool et insuffisant sur plusieurs points. C'est cool parce que c'est bien écrit, on a vraiment envie de tourner les pages. Et si je le compare à Mona Chollet, qui est journaliste, plus mon diplôme, pour Mona Chollet, finalement, j'ai trouvé que les moments où Titu Lecoq fait des tableaux historiques ou des perspectives historiques sont finalement beaucoup plus convaincants que ceux de Mona Chollet. Donc du point de vue de la documentation, j'ai trouvé ça assez cool. Le style, vu que ça se lit bien, donc je l'ai acheté hier vers 16h, j'ai pris un milkshake, j'ai commencé à le lire en prenant des notes. En terrasse, c'était super. Et je l'ai encore un peu lu dans le bus, mais pas trop parce que je regardais Twitter. Et je l'ai fini hier soir. Alors je lis vite, hein. On a, 200 pages 258 à la fin de la table. Et c'est donc le format même du bouquin, du féminisme pop, etc. Enfin, donc de cette appartenance générique, fait que le livre est assez enlevé, le style dynamique, que vous allez avoir beaucoup d'allers-retours entre la chaussette sale qui n'est pas dans le panier à linge sale, regardé comme un motif, et que donc il y a un leitmotiv directement, donc un fil rouge, un motif conducteur, le leitmotiv, pour amener des espèces de capsules. Alors, on va dire sur une bonne moitié du livre ça progresse. Il y a un genre de tiers au milieu qui est un peu foutraque, on va dire plus disparate, avec quand même un contexte un peu commun, mais des éléments pour lesquels j'ai moins senti le lien, et un retour après à la fin. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les 3 annexes. Bon, alors les tests pour voir où vous en êtes, il n'y a pas de réponse, ça c'est aussi un truc intéressant, ce sont des tests pour se poser des questions et amener une prise de conscience, test à faire en tant que femme, mère, et en tant que parent. Évidemment j'étais pas concernée, moi j'ai pas d'enfant et je vis seule. À la rigueur je suis une fille, mais on s'arrête là. Mais par contre les 3 autres annexes, là beaucoup plus intéressantes, origine de la division sexuelle du travail, invention de la femme au foyer, et Paulette Bernèche, donc sur toute l'histoire des arts ménagers, et du fait qu'en fait on aurait non pas dû supprimer, en tout cas que c'est peut-être un tournant qui a été raté, mais qu'il n'aurait peut-être pas fallu supprimer les arts ménagers appris à l'école, et qui étaient réservés aux filles, mais au moment de la mixité, on amenait tout le monde pour que tout le monde se mette à bosser. Et oui, ça je suis assez d'accord. Bon.
Alors, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? Bah, le vocabulaire, c'est sympa. Euh, alors, en fait, mes critiques n'auraient pas pu être évitées vu le genre de livre dont il s'agit. Alors, le coq le dit elle-même, concrètement, bah, les femmes auxquelles elle s'adresse bah, sont justement celles qui n'auront pas le temps de lire le livre. Et effectivement, bah, moi, c'était... Voilà. Ah, la chaussette du panier à linge sale, j'ai un peu vu ça en couple, mais avec quelqu'un qui dans l'absolu ne vivait pas chez moi, mais ça me gonflait déjà. Euh, je l'ai un peu vu en tant que fille d'eux dans ma propre famille, mais bah, voilà, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai moi-même géré la maison pour les 4 personnes pendant 1 ou 2 ans. Donc une maison de 4 personnes, donc une maisonnée, et ça c'est un moment assez important pour mon cheminement féministe, parce que bah, j'ai quand même su ce que c'était gérer une maison, les lessives, les machins, les plannings, etc. Et... Mais bah, voilà, pas d'enfant quoi. Pas d'enfant, donc pas la cible. Hein. Et ça... Bon, ça, pour le coup, ça marche pas tout le temps, mais bon, voilà. Ça fonctionne quand même. Pas mal de points qui vont résumer des bouquins, donc bah là je pense à Ariès et l'enfance, des choses comme ça fonctionne bien. Mais alors politiquement, ce qui va me poser problème, c'est que bah, même si Titu Lecoq ne veut pas, on est quand même dans quelque chose qui va être proche du développement du personnel, qui n'est pas du développement personnel, hein, mais qui n'en est pas loin, puisque l'idée c'est d'amener une prise de conscience. Euh, un des travers, c'est finalement bah, qu'il y a peut-être une connivence sur bah, la vision de la chaussette devant le panier à linge sale et pas dans le panier à linge sale, bah, qui ne peut se faire qu'avec celles qui ont déjà conscience de cette situation. Et ça, c'est compliqué. Et je sais pas comment on sort de cette impasse, bah, de comment rendre conscient des hommes qui ne sont pas conscients du bordel qu'ils mettent et qui ne rangent pas. Je ne sais pas. Voilà. Ça, je sais pas quoi en faire et en dire. Et surtout, c'est censé amener une espèce de prise de conscience, si possible en allant vers le féminisme, mais cette prise de conscience ne passe pas par le collectif. Et ça, c'est vraiment le gros écueil. Voilà. Alors, je vais d'abord venir sur un point que je trouve quand même assez aussi problématique, qui est celui des références assez multiples. Et ça m'a plus marqué que chez Mona Chollet. Donc, c'est un livre où il y a une documentation qui est très nette, j'ai appris des choses, etc. Enfin, donc, c'était chouette. Je me suis énervée sur plusieurs passages et je vais en venir à ça. Enfin, énervée à casser, quoi. Je trouve ça sympa. Mais ça me fait un peu bizarre de voir, je sais pas, de la chanson ou des gens un peu pop cités quasi de la même façon que Christine Delphi ou Simone de Beauvoir. Évidemment, je prends 2 exemples qui me sont chers, mais que d'autres aussi. Et ça, en fait, c'est vraiment un... Alors, je pense que c'est sympa, mais que c'est aussi dangereux, parce que ça va amener... Alors là, je parle vraiment du côté de l'épistémologie et de la science, hein, pas de la politique, parce que finalement, ça amène une espèce de sensation d'égalité entre des références qui n'ont pas le même statut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème. Bon, voilà, une fois que c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, Woolf comme Virginia Woolf, citée comme Sheryl Sandberg de Facebook. Ouais. Voilà, donc, voilà, par contre, donc, je vous dis, c'est très documenté, mais les références, notamment les stats, etc., qui sont apportées, ne sont pas lourdes. Voilà, donc c'est amené de façon très agréable. Donc ça, je pense que ben donc ça fait quand même pas mal son boulot pour la prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle n'est quand même pas jusqu'au bout. Alors, donc, parce qu'elle n'amène pas à la mise en place d'une sororité. Je vous dis pas que c'est facile, hein, mais c'est-à-dire que, par exemple, est évoquée l'amplification pratiquée par les conseillères d'Obama pour éviter le interrupting, donc c'est-à-dire le fait que les hommes interrompent assez souvent les femmes, notamment en réunion, etc. Et donc, les conseillères d'Obama ont mis en place une stratégie visant à se répéter les unes les autres pour que leurs idées soient entendues, prises en compte et attribuées à elles-mêmes. Parce que les idées elles sont entendues, ça finalement c'est pas si rare, c'est juste qu'elles ne seront plus attribuées à leurs autrices.
Mais ça, c'est mentionné. Mais en fait, cette sororité, en tout cas cet exemple de solidarité, bah, il peut être prolongé. Hein. Je dis pas qu'il faut forcément rejoindre une asso, mais en tout cas, on peut avoir quelque chose qui va du côté de cette amplification plutôt que dans l'empowerment. Et surtout, cette prise de conscience, bah, elle s'adresse. Et donc, en fait, c'est vraiment toutes les choses que relevait Emma sur ses BD sur la charge mentale. Titou Lecoq tombe un peu dans le même écueil qui est de chercher une prise de conscience d'abord des femmes. Et elle ne cesse de répéter qu'il faut une prise de conscience des hommes. Et ça, en fait, de ce postulat découle pas mal de choses, comme... là, je vois page 25, ça je l'ai relevé parce que ça m'a agacé. Je lis, en réalité, la femme est devenue la chef, on aurait pu mettre 2 FE, qui se donne à elle-même des ordres à exécuter. Et elle est une patronne particulièrement vache. Si l'aliénation des femmes se poursuit, souvent sous des formes plus diffuses, elles sont devenues leurs propres oppresseurs. Mais c'est quoi ce bullshit ? C'est quoi ce bullshit ? C'est quoi cette culpabilisation idiote ? Évidemment que c'est pas le mec qui va dire va laver les chiottes. Évidemment, ça se passe de façon bien plus insidieuse, mais beaucoup plus oppressive. Et je veux pas dire oppressante, parce que c'est pas une question de souffle qui manque, hein, c'est vraiment d'une oppression. Comment ça va se passer ? C'est parce que vous avez un marché marital avec une mise en concurrence des femmes, et que si une ne le fait pas, elle dégage. Parce qu'une autre le fera. Et on le sait. Donc bien sûr qu'il y a une intériorisation féminine, mais il faut peut-être se rappeler que en cas de maladie grave, quand c'est le conjoint qui est atteint, les femmes restent, quand c'est la conjointe, les hommes partent. En majorité. Donc c'est pas... c'est pas une question de... Alors c'est pas seulement que les hommes font pas et donc que les femmes se mettent à faire. C'est aussi que si les femmes ne font pas, les hommes finiront par partir. À plus ou moins long terme. Donc il y a une pression maritale beaucoup plus importante que la simple intériorisation. Et ça me paraît mais hyper dangereux, quoi. Et cette oppression, bien sûr, là où vous voyez vraiment l'oppression, c'est quand vous avez vous-même intégré les ordres de l'oppresseur. Et que celui-ci n'a même plus besoin de les formuler. Et ça passe par la misogynie intériorisée, des choses comme ça, etc. Misogynie intériorisée n'en étant qu'un des aspects. Mais ce ne fait pas que les femmes sont leurs propres oppresseurs, c'est qu'elles ont intégré leur oppression. Et c'est très très différent. Et je suis hyper choquée de lire ça. Je continue. Finalement, je vais plus seulement dire... Voilà, bon, elle le suggère, page 29, de passer par les applis de quantification de soi pour voir combien de temps on passe réellement au travail. En concluant, l'émancipation passe apparemment par la quantification de soi, pas par la réforme de l'ordre domestique. Pourquoi pas ? Je suis hyper gênée avec cette idée, mais c'est pas la plus importante. Donc il y a tout un topo sur la charge mentale. Beaucoup de choses donc sur ce qu'elle appelle l'autodiscipline. Moi, je reprends les mots de Solanas. J'appelle ça la domestication. Et pas l'autodomestication. J'appelle ça la domestication. Parce qu'elle vient de l'enfance. Et ce qui est étonnant, c'est que ces affirmations-là sont contrebalancées par l'histoire des arts ménagers qui arrive à la fin du bouquin. En fait, ça suit la découverte de la journaliste, enquêtrice, mais ça ne suit pas l'ordre logique. Et ça fait que si on s'arrête en milieu, on reste sur ces idées-là. Et c'est là qu'on voit la différence entre du pop-féminisme, où on va suivre l'enquête et donc c'est plus cool, ça progresse, etc., et une étude universitaire, scientifique, inscrite ou pas dans les études féministes, mais qui présentera une synthèse déjà accomplie. Et ça, c'est vraiment une différence qui fait aussi que l'un va être plus plaisant à lire, mais l'autre sera tellement plus logique et va éviter beaucoup de raccourcis à beaucoup de moments. Donc, donc cette question d'autodiscipline qui passerait par un oubli de soi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas un oubli de soi, puisque les femmes pensent quand même à elles, mais elles ne pensent plus à elles en tant qu'objet autonome. Enfin, que sujet autonome, pardon. C'est-à-dire, pour elles, autonomos, fabriquant leur propre loi. Elles pensent à elles en tant que conciliatrices des règles des autres. Et ça me paraît vraiment important de le dire d'emblée, voire de le dire tout court. Et ça ne va pas tout le temps apparaître. Alors, je continue à feuilleter rapidement ce que j'ai pu voir. Page 41, au sein du couple, les enfants sont donc une nouvelle justification perçue comme légitime pour déroger à l'égalité. Oui, puisque si on ne le fait pas pour son conjoint, on va le faire pour les enfants. Ce qui ramène, et ça fait mal, il y a un gros problème avec l'amour. Et
l'altruisme, qui est un des autres noms de l'amour. Quand on fait pour les autres, on s'oublie. C'est très beau de s'oublier, mais est-ce que il n'y aurait pas par hasard une certaine forme d'asymétrie dans cet oubli, dans ce dévouement, hein, tout religieux, le dévouement. Alors, voilà, donc ça c'est de la misogynie intériorisée, c'est expliqué, enfin elle explique des images du fonctionnement de misogynie intériorisée, je trouve ça très bien. Les différentes stratégies par rapport à la chaussette du linge sale qui est le fil conducteur. Rapide mention de Christine Delphi, elle aurait dû lui donner plus de place, à mon avis. Mais c'est vrai qu'en étant vraiment sur la tâche ménagère et pas la tâche domestique, je vous renvoie à la vidéo avec Christine, il va manquer des choses. Ce qui est très intéressant et que j'avais oublié, c'est comment l'État met en place une éducation ménagère et l'hygiénisme au 19e pour former les ménagères. Ça, c'est vraiment un truc qui a été une grande claque en le relisant. C'est cette mise en place de la figure de la femme ménagère et comment c'est passé. Et en lisant notamment Le Conseiller des femmes, donc là on est dans les années, je crois que c'est 1834, à Lyon, le Conseiller des femmes, vous avez en fait la valorisation, donc c'est avant cette structuration étatique, vous avez un peu tout ça. Bon, alors il y a tout le topo sur la famille nucléaire pour contrer la communauté, et donc les réunions syndicales, ça c'est assez rapide, mais c'est important, page 68. L'histoire de l'enseignement ménager m'a pas mal plu, de la périculture et de la dévalorisation de la périculture, donc je parle de la profession de péricultrice. Et puis alors là, on a dans les exemples du passé, une mauvaise ménagère met en péril son mariage. Mais oui, mais c'est aussi un exemple présent. Ça reste présent. Une femme bonne à marier. Alors on va dire, elle est tellement gentille, elle est attentionnée. C'est la même chose. Donc j'ai relevé pas mal de choses dans les textes qui citent du 19e siècle qui m'ont pas mal plu. Hop. Alors au milieu j'ai vraiment pas eu, c'est vraiment sur le début et puis alors à la fin que j'ai eu des choses à dire, je me suis même énervée à un moment. Vous me connaissez, je suis une râleuse, donc c'est pas très grave. En tout cas ça m'a amené pas mal de réflexions, donc c'était déjà bien. Ah oui, alors ça c'est un peu la reprise de Mona Chollet de Chez Soi. Alors j'ai pas lu Chez Soi, je l'ai mais je l'ai pas encore lu. J'ai lu Beauté fatale et sorcière, ça vous le savez déjà. Sur le goût pour l'aménagement domestique. Alors elle finit par expliquer comment la décoration d'intérieur, type Instagram actuel, donne une espèce d'image de fascisme par la propreté immaculée, etc. Je suis assez d'accord, mais elle l'étudie surtout sous l'angle de l'esthétique actuelle, le goût pour le rétro, le vintage, le manque d'authenticité. Elle oublie que l'aménagement intérieur, il vient du fait que les femmes n'ont du pouvoir qu'à l'intérieur. Donc c'est normal qu'elle l'exerce, et même de façon tyrannique. Et elle reprend cette phrase que j'adore de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, où elle se demande si le mari n'est pas fait pour les frites, pour les pommes frites, plutôt que les pommes frites pour le mari. Mais s'il y a... Voilà. S'il y a des femmes qui sont des tyrans domestiques, c'est parce que finalement, il n'y a que dans la domesticité qu'elles peuvent avoir un pouvoir, et qu'elles vont donc, comme toute personne qui a un pouvoir, exercer de façon tyrannique ce pouvoir. Et le pouvoir des femmes, dans le système patriarcal hétérosexuel traditionnel, il passe notamment par cette mise en place du dévouement et de l'amour. Et ça, c'est aussi une tyrannie. Pour les unes comme pour les autres. Comme quoi, faut abolir le pouvoir. Et abolir le pouvoir suppose l'égalité véritable. Alors, l'intériorité, Ruskin, etc., ça m'a beaucoup plu. Plein de petites références qui me permettent de compléter d'autres choses. Puis là, je suis en train d'attaquer l'histoire du féminisme de Michel Rio-Sarcey. Pareil, j'ai les grands mouvements, mais j'ai plein de petits détails qui me manquaient, ça me plaît beaucoup. Mais j'en suis au début, donc on verra ça plus tard. Pour être libre, il faut libérer nos esprits de la charge mentale. Bon, voilà, ça c'est super, démerde-toi, quoi. Et on est page 195. C'est vraiment un truc qui m'a agacé, ça. Et avec une injonction qui, dans l'absolu, me paraît importante, mais il faut participer au monde, pas seulement en faisant des choix éthiques au supermarché, mais prendre sa place dans le monde, etc. Mais là, Titou Lecoq, elle oublie un truc, c'est à quel point, donc, c'est dur ça, elle le prend en compte,
Mais le backlash qu'on se prend quand on fait ça, quand on commence à prendre place dans l'espace public et à devenir des figures d'autorité. C'est pas juste une timidité, hein, ou une mauvaise éducation des filles. Enfin, faut regarder le bashing sur Internet. Hein. Il y a voilà, l'insupportable culpabilité féminine trouve peut-être sa source dans le fait que notre liberté est tellement neuve que l'on se sent coupable de mener nos vies. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Et à la page suivante, page 198, et là j'en ai carrément déchiré le livre tellement je l'ai rayé fort, donc c'est sur la conclusion privée-libérée. Elle explique que pour les hommes, ou les privilégiés plus généralement, puisqu'elle mentionne les luttes antiracistes LGBTQI et l'OULUA, perdre un free privilège, ce n'est pas, je cite, priver les hommes de quoi que ce soit, la liberté, ce n'est pas un gâteau dont la taille des parts diminue proportionnellement au nombre d'individus qu'ils partagent. C'est complètement faux. Ça, c'est juste faux. Si votre liberté, c'est de mettre des mains au cul, le jour où vous ne pouvez plus le faire, vous avez perdu une liberté. Ah, évidemment, ça veut dire que la personne à laquelle vous mettez des mains au cul en a une quand même assez importante, qui est l'intégrité corporelle. Et en fait, qui est normalement un droit. Mais évidemment, et c'est tout le problème de cette liberté d'importuner. Oui, effectivement qu'il y a une perte. Si on promeut les femmes dans les entreprises et dans la fonction publique de la même façon qu'on promeut les hommes, il y aura moins de promotion pour les hommes. C'est mathématique, hein. Le gâteau, il est bien là, hein. Et il se partage. Alors après, moi je suis pour qu'on passe un système anticapitaliste, antipatriarcal, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas juste raconter que le féminisme, c'est permettre aux hommes de devenir de vrais hommes en faisant le ménage. Ça, je pense que c'est absolument pas négatif, etc. Et qu'ils vont rien y perdre. Mais enfin, attendez, je suis désolée, la vie est tellement plus confortable quand on fait pas le ménage que quand on le fait. Même si on peut trouver une valorisation, une gratification dans le fait de faire le ménage, et que la société participe à la dévalorisation de ces tâches parce que domestique, féminine et répétitive. Mais il y a plein de tâches répétitives qui sont considérées comme beaucoup plus positives. Mais ça, c'est absolument pas vrai. C'est pas vrai. Si vous ne pouvez plus, si l'impunité du viol n'existe plus, y a des mecs qui éjaculeront moins. C'est tout. Et donc ils vont perdre en plaisir. Et si votre plaisir, c'est de le prendre, que ce soit parce qu'il s'agit d'un viol ou sans même vous poser la question du viol, bien sûr que vous allez y perdre. Ah, bon, vous perdrez ce qui vous définissez comme un gros con. Voilà, comme un connard. Et comme un violeur. Mais c'est une perte. Et il est évident qu'il y a énormément d'hommes qui ne sont pas prêts à ce sacrifice. Parce que moi, je trouve scandaleux. Hein. Mais bien sûr que c'est une perte que de prendre en compte les autres. C'est se prendre un peu moins en compte soi. Et la suite, tenir ce genre de propos, c'est encourir l'épithète de féminazie, nouvelle insulte à la mode depuis quelques années. Là, clairement, il y a un manque de documentation. Eh bien, pourquoi pas, appelez-moi féminazie, ça vous fait plaisir, ça me changera du sempiternel salope, etc. Et ça montre que je vais être radicale. Ça, c'est complètement pété. Hein. D'abord, féminazie, c'est un mot qui a une histoire et qui est forgé par aux États-Unis pour lutter contre le droit à l'IVG. Pour comparer l'IVG à l'Holocauste. Ce qui est absolument scandaleux. Je vous renvoie à la vidéo où j'en parlais sur Gloria Steinem et le bouquin d'archéofiction qui était vachement bien. C'était des anticipations sur le genre, le jour où les femmes régneront. Donc ça c'est complètement pété hein, de revendiquer féminazie. Hein. Surtout quand on sait que les féministes ont été les premières cibles du régime nazi. Les premières au sens chronologique, parce qu'en nombre, évidemment, elles n'étaient pas les premières. Bon, là, ça, un autre point un peu après, quand le cinéma est devenu, avec les grands studios, une industrie générant des profits colossaux, les femmes, donc, ont été remerciées et redirigées vers des postes plus traditionnellement perçus comme féminins. C'est plus compliqué, parce que quand on prend le cas d'Alice Guy, elle a fait énormément de bénéfices, elle a été une des plus grandes fortunes, voire la plus grande fortune des États-Unis, Alice Guy. Mais sauf qu'elle a réussi à faire sa fortune au moment où le cinéma s'implantait. Et c'est après qu'il y a eu un backlash. Donc ça, c'est vraiment des choses que je trouve problématiques et qui sont vraiment embêtantes, quoi. Alors, ce que je trouve très intéressant, et ça, c'est une réflexion que je me faisais pas
C'est ceci, alors page 202, je ne comparais pas ma vie avec celle des garçons, sinon j'aurais vu qu'en classe on m'interrogeait moins qu'eux et que j'évitais le centre de la cour d'école. Je comparais avec la situation des femmes d'un temps qui m'apparaissait préhistorique, pour me dire ça va. Et ça c'est intéressant parce que le fait de ne même pas se comparer avec les garçons, effectivement, moi je l'ai fait de me comparer avec les garçons, notamment avec mon petit frère, et bien ça fait vachement mal. Ça fait vraiment super mal, de voir à quel point on est traité différemment. À quel point on mange différemment en table, par exemple, etc., etc. On ne sort pas de la même façon. Und so weiter. Mais on a aussi voilà, ce point-là. Alors, beaucoup de références historiques, donc souvent sous forme de petites points, de petites choses, que j'ai trouvé vraiment chouettes. Les annexes permettent de compléter. En plus, elles ne sont pas obligatoires pour avoir l'ensemble, mais c'est vraiment bien. J'ai relevé plein de références, soit que j'avais oubliées, soit que je ne connaissais pas. Donc c'était bien, mais bon là le problème c'est peut-être aussi que la prise de conscience féminine j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais chercher ce qui va colmater ou amener deux trois petites choses, et puis les raccourcis je les vois. Donc je sais pas tellement dans à quel point il faut ou pas le conseiller. Ça dépend vraiment de là où vous en êtes. En tout cas, en poche, ça reste très agréable à lire. Et Titu Lecoq reste quelqu'un que je trouve très sympathique. Et il y a un vrai boulot derrière. Voilà. Il y a des manques. Et donc ceux-là, je voulais vraiment pas les laisser passer parce qu'ils me paraissaient importants. Il manque une perspective de solidarité. Alors, évidemment que je peux pas demander, et que personne ne demande à Titu Lecoq, d'inventer un équivalent des Baba Yaga, donc ces maisons de retraite pour femmes. Ça avait été mis en place par Thérèse Leclerc, je crois, vérifier. Évidemment que c'est compliqué, et que c'est compliqué de sortir... alors, elle revient à l'origine de la famille nucléaire, mais sortir de la famille nucléaire, c'est vachement compliqué. C'est très compliqué de se confronter directement à la question de l'amour. Et ça, c'est frôlé. Mais peut-être que, pour le coup, moins de femmes l'auraient lu. Ou... voilà, donc il y a toujours cette question de politiquement, est-ce que ça marche mieux quand on est vraiment radical? Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça m'a pas suffi parce que, pour le coup, il y a des fautes logiques. Par contre, je ne retire absolument pas la dimension agréable. Je l'ai bien tourné, etc. Enfin, j'ai bien tourné les pages. J'ai pas réécrit le bouquin. Et je vais relever des références. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris beaucoup de notes dedans. Pour reprendre des choses. Mais ça, c'est parce que j'ai des travaux en cours. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Avec ces réserves. Je vous dis à bientôt. Et rangez vos chaussettes.